Alors, bonjour, je m'appelle Bill Ninanx. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un survol des principaux éléments de 3 idées qui sont importantes lorsqu'on veut travailler avec des communautés locales. La première idée, c'est le fait qu'on souhaite renforcer la compétence de la communauté, c'est-à-dire sa capacité d'assurer les ressources qu'on a besoin pour notre santé, notre bien-être, et aussi d'assurer que les personnes en prennent avantage. La deuxième idée que je vais explorer, c'est celle de la résilience de la communauté, sa capacité d'assurer le maintien de services durant des temps difficiles et aussi de trouver des occasions de développement durant ces mêmes moments difficiles. Et la troisième idée, c'est que la communauté doit avoir un pouvoir d'agir pour justement agir en fonction du développement qu'elle aura choisi durant ces moments difficiles. Alors, la compétence de la communauté, ça veut dire que la communauté a deux, si on veut, deux principales fonctions. La première, c'est d'assurer aux membres de la communauté les ressources dont ils ont besoin pour assurer leur bien-être et leur santé. Là, une communauté, on parle d'une communauté locale. On parle d'une ville, d'un village, d'une ville, d'un arrondissement. Et les membres de la communauté, ça veut dire les individus, les organisations, les institutions qui composent la communauté. Alors, les gens, comme vous, comme moi, dans nos communautés locales, on a 2 types de besoins. Des besoins qui sont davantage liés à notre sécurité, notre santé, et des besoins qui sont davantage liés à notre sentiment d'appartenance, nos liens avec d'autres personnes. La communauté a donc, on pourrait dire, 2 dimensions. Et les 2 dimensions de la communauté sont une dimension qu'on pourrait appeler instrumentale et une dimension existentielle. Instrumentale, ça veut dire que c'est la communauté qui assure les services. Elle assure la sécurité avec les pompiers, les policiers. Elle assure que nos besoins de santé qu'on puisse avoir accès à ce qu'on a besoin, un service d'urgence, des médecins. Elle s'assure également qu'on a de la nourriture, des commerces qui peuvent nous fournir de l'essence pour nos véhicules, de transport. Bref, tous ces services sont extrêmement importants et la communauté doit voir à ce qu'on puisse en avoir accès lorsqu'on a besoin. Naturellement, on cherche à ce moment-là d'avoir des services de la façon la plus efficace possible. En ce qui concerne ce qu'on appelle la dimension existentielle, bien là, c'est plus des questions d'entraide, d'amitié. Là où on se sent bien, on se sent avec d'autres, on se sent appartenir à un tout. Et la communauté doit faire en sorte qu'on puisse se sentir bien à l'intérieur de la localité où nous sommes. La communauté assure les ressources par le biais de réseaux. Il y a le réseau du monde des affaires, le réseau de la santé, le réseau de la sécurité. Il y a également les réseaux d'avantages communautaires. On comprendra que les pompiers, la santé, etc., c'est davantage instrumental et que les organisations communautaires, c'est davantage existentiel. Alors, les 2 réseaux, les 2 types de réseaux sont d'une importance, on pourrait dire, presque égale dans une communauté. Et il faut absolument ne pas les dissocier, mais faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble. C'est finalement 2 côtés d'une même médaille. On ne peut pas vraiment les séparer.
Alors, la deuxième idée, c'est l'idée de la résilience de la communauté. La résilience, c'est un mot qu'on utilise depuis peut-être 10-15 ans, qui a certaines connotations différentes selon les différents auteurs ou les personnes qui s'en servent. Souvent, résilience, on va penser à l'élasticité. Le mot est difficile des fois. Alors, l'idée, c'est comme un élastique, on peut déformer un peu, on peut arriver avec une crise, une perturbation, et ce qui va se passer, c'est qu'on voudrait que la communauté reprenne sa forme antérieure une fois que la crise est passée. Donc, comme un élastique qu'on étire d'un bord et de l'autre, bien que lorsqu'on le relâche, il revient à sa forme originale. On souhaite à ce moment-là que les communautés puissent maintenir et même s'assurer que puissent revenir, qu'on puisse revoir nos mêmes services comme avant lorsqu'il y a une crise. On associe résilience aussi à cette capacité de rebondir. On pense souvent à un ballon et on regarde le rebondissement du ballon et on pense que le ballon est résilient. On peut également penser aux enfants qui apprennent à marcher et que lorsqu'ils tombent, on souhaite qu'ils se relèvent pour être capable de continuer. Si on utilise cette analogie de rebondir, de reprendre, de se remettre sur ses pieds, c'est pas juste pour rester sur place, cependant, c'est également pour être capable d'améliorer la situation. Un enfant n'apprend pas à marcher pour rester debout, mais pour se rendre à quelque part. Les communautés, c'est un peu la même chose. Et donc, la question de la résilience, c'est d'être capable de trouver, bien, pour plusieurs personnes, de trouver des occasions, même à l'intérieur des perturbations. Oui, quand ça va mal, des fois, c'est pas nécessairement facile, mais il faut essayer de voir qu'est-ce que c'est qui se passe, comment est-ce qu'on peut utiliser ces situations pour nous aider à aller de l'avant. Ici, au Québec, on a eu, il y a une dizaine d'années, une tempête du verglas qui a couvert une bonne partie du sud du Québec et du sud de l'Ontario. Pendant plusieurs journées, pour plusieurs personnes, et même une semaine pour d'autres, il n'y avait pas d'électricité. Et les communautés ont dû, à ce moment-là, faire preuve de beaucoup d'imagination et d'ingéniosité pour assurer les services à leur population. Bien, les communautés qui étaient mieux organisées sur les plans instrumental et existentiel ont eu plus de facilité à assurer les services. Il y avait une plus grande résilience lorsqu'on était préparé en fonction d'être capable d'assurer les fonctions qui incombent à la communauté. Les communautés plus organisées avec des réseaux plus performants ont été capables de mieux répondre aux personnes qui étaient dans le besoin. Et les communautés où il y avait des réseaux communautaires plus forts ont été, elles, capables de s'assurer que tout le monde avait une réponse à leurs besoins. Mais pour certaines communautés, ils sont allés encore plus loin. Ils ont essayé de voir bien qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a un événement de cette envergure. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça ne se reproduise pas? Puis, si on n'a pas le contrôle sur la situation, comment est-ce qu'on peut déjà prévoir d'avance des moyens pour s'assurer que les services soient maintenus, etc. Donc, dans certaines communautés, on a encore un meilleur fonctionnement en cas de crise qu'on avait antérieurement. Naturellement, les perturbations, les difficultés ne sont pas juste au niveau de la météo. Ici, à Victoriaville, il y a une vingtaine d'années passées,
On a perdu autour de 3 000, 4 000 emplois avec la fermeture d'usines majeures. Des gens dans les maritimes, vous connaissez bien les difficultés qu'ont eues les communautés avec le moratoire sur la pêche. C'est des événements qui sont très perturbateurs. Et il faut trouver à ce moment-là des moyens de se rétablir. Je connais certaines communautés qui ont un peu baissé les bras et attendent encore qu'on leur trouve des solutions. D'autres, et je pense ici à Victoriaville, où je demeure, je pense également dans les maritimes à des endroits comme Chétican, des endroits comme Île-Madame, et il y en a plusieurs autres, c'est certain, qui ont été capables, malgré les difficultés du moratoire de la pêche, de trouver d'autres façons de travailler ensemble. C'était pas facile, remarquez bien. Mais à Île-Madame, ils ont été capables de diversifier leur économie, de trouver des moyens d'assurer que les usines de transformation de poissons leurs opérations puissent être maintenues. Ils ont même importé, à ma connaissance, des poissons d'ailleurs. Mais les solutions ont été apportées par les gens du milieu qui contribuaient à trouver des éléments de solution à partir de leur connaissance et de leur analyse. Évidemment, pour qu'une communauté puisse faire ça, il faut qu'elle ait un pouvoir d'agir, une capacité de passer à l'action. Et donc, la résilience, cette capacité de rebondir, doit être accompagnée d'une capacité de passer à l'action. Il n'y a pas vraiment de mot en français qui correspond, qui est synonyme au mot « empowerment » en anglais. Mais le mot anglais, empowerment, on peut l'utiliser en français, d'ailleurs, c'est ça que je fais dans mes écrits. Et le mot veut dire de posséder une capacité d'exercer un pouvoir. Empowerment, le power, comme vous savez, ça veut dire pouvoir. D'être empowered, c'est d'avoir cette capacité d'exercer un pouvoir. Alors, le pouvoir, lui, c'est le pouvoir, non pas sociologique ou politique, mais davantage un pouvoir d'action, c'est-à-dire la capacité de choisir librement, volontairement, la capacité de transformer son choix en décision, ce qui veut dire d'être capable d'analyser une situation, de mesurer le pour et le contre, d'essayer d'évaluer c'est quoi les conséquences, et par la suite, la capacité de passer à l'action, c'est-à-dire d'assumer les conséquences qui vont avec l'action, mais qui veut aussi dire, en quelque sorte, d'avoir les ressources pour permettre cette action. Vous ne le voyez pas nécessairement, mais je suis en fauteuil roulant. Et passer à l'action, pour moi, ça veut dire d'être capable de me transporter d'un lieu à l'autre pour être capable d'aller au travail ou des activités sociales. C'est certain que moi, j'ai besoin d'un fauteuil roulant pour faire ça. On enlève le fauteuil roulant et je ne peux pas faire grand-chose. Donc, ma capacité d'action, mon empowerment, dépend d'une ressource qui est le fauteuil roulant. Je ne suis pas moins empowered parce que j'ai un fauteuil roulant. Au contraire, le fauteuil roulant, c'est ce qui me permet d'être empowered, d'avoir mon autonomie. Lorsqu'on parle d'une communauté, la question du pouvoir d'agir, de sa capacité de choisir, décider d'agir, c'est essentiellement celle de ses membres, c'est-à-dire celle des personnes, des individus, des organisations qui en font partie de cette communauté. Alors, on connaît tous des personnes qui ont de la difficulté à passer à l'action.
qui sont en quelque sorte disempowered, pour utiliser le mot anglais. Et les personnes qui n'ont pas la capacité d'agir, on doit les soutenir dans les processus qui vont les amener à cette capacité. La communauté, elle, devient à ce moment-là le véhicule qui favorise le développement de leur capacité. Alors, les individus passent à travers de différents processus pour favoriser le développement de leur capacité d'agir. Il faut qu'ils participent en s'exprimant, en participant aux décisions qui les concernent. Il faut qu'ils développent des compétences qui leur permettent de participer, mais également des compétences qui leur permettent d'agir. Il faut qu'ils aident les personnes, les organismes même, assez d'estime de soi et de reconnaissance pour considérer qu'ils sont capables de faire ce travail. Et finalement, ils ont un besoin de développer une conscience critique, c'est-à-dire d'être capables de faire le partage entre leur responsabilité personnelle pour leur situation et celle de la société qui les entoure, et ce qu'il faut faire pour changer les deux. Alors, les individus passent à travers des processus semblables, et la communauté, si elle veut que les individus et les organisations soient empowered, il faut qu'elle soit capable de mettre à la disposition des individus et des organisations des occasions leur permettant de passer à travers de ces cheminements. La communauté, à ce moment-là, empowered, c'est une communauté qui a des caractéristiques assez spécifiques. La communauté, d'une part, doit maintenir des espaces de participation pour les individus et les organisations. Un peu comme je viens de le dire, les personnes qui n'ont pas de pouvoir d'agir vont le développer en participant, c'est certain, mais pour l'ensemble de la population, il faut avoir assez d'espace pour permettre à chaque personne, chaque organisation qui veut prendre part aux décisions qui les concernent, de le faire. On ne peut pas imposer cette participation, mais on peut certainement la favoriser. Et on peut penser aussi que les personnes, de différentes personnes seront concernées par différents types de décisions. Alors, il faut avoir des espaces multiples pour leur permettre de participer. On a tendance, des fois, à penser que de réduire le nombre d'organismes peut être efficace, et c'est peut-être vrai dans certains cas, mais sur le plan du développement du pouvoir d'agir, si on limite le pouvoir décisionnel, si on en enlève des espaces de décision, bien à ce moment-là, on n'aide pas sa communauté, même au contraire, on va l'affaiblir. Les lieux de participation doivent être animés ou gérés, si on veut, par des gens qui cherchent le consensus, qui cherchent à rassembler les personnes, qui cherchent à leur donner des occasions d'apprendre, parce que tout le monde cherche à retirer quelque chose d'un espace collectif. Mais il faut aussi des espaces qui permettent aux gens de contribuer, parce que les personnes se sentent à ce moment-là appartenant à un tout plus global lorsqu'elles sont capables de contribuer selon ce qu'elles possèdent, évidemment. On parle de contribuer d'idées, d'analyse, de connaissances. Et c'est surprenant tout ce qu'il y a à ce niveau-là dans les communautés locales lorsqu'on veut en tirer profit. Naturellement, il faut que la communauté elle-même ait suffisamment de connaissances pour être capable de connaître les membres, connaître leurs forces, connaître leurs capacités et d'essayer de bâtir sur ces forces plutôt que de chercher tout simplement à identifier ses faiblesses. La communauté locale qui a des compétences
va avoir la capacité de faire en sorte que les réseaux vont travailler ensemble. Même des réseaux souvent qui sont des réseaux avec des fonctions différentes, de leur permettre d'apprendre à travailler ensemble, même si ce n'est pas toujours évident, mais que les réseaux instrumentaux, comme je le mentionnais antérieurement, puissent travailler avec des réseaux plus existentiels ou communautaires. On peut penser aux différentes tables de concertation que je connais sur la violence conjugale, hein, ou encore sur les problèmes de criminalité des jeunes, où on a autour de la table des gens de différents, soit corps policiers, des gens des milieux de la santé et des services sociaux, des gens des différentes organisations communautaires, et même des gens de d'autres milieux. Pour la question de la criminalité, j'ai vu des gens du milieu des affaires autour de la table parce qu'ils considéraient que ça les concernait. L'idée, c'est de permettre à tous ces gens-là de mettre à contribution leur analyse, leur vision, et d'arriver finalement à un consensus sur ce qui devrait changer dans la communauté. Lorsqu'on est capable de faire ça, cette capacité de travailler ensemble, on passe à une autre étape qui est celle de faire un diagnostic, d'analyser et d'effectuer une planification stratégique. Planification stratégique, c'est un gros mot pour dire c'est quoi nos objectifs à long terme. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il change et comment est-ce qu'on pense qu'on devrait le changer? Ça peut se faire par toutes les communautés locales, mais souvent, on a besoin d'une animation ou des fois un peu d'expertise pour nous aider à le faire. L'idée, c'est de ne pas nécessairement d'essayer de tout faire en même temps, mais de le faire d'une façon progressive en essayant d'avoir des objectifs plus réalistes et de passer à des réalisations plus modestes, à des plus grandes par la suite. Il faut également, dans une communauté, qu'on ait des mécanismes de communication qui permettent aux gens d'avoir l'information qu'ils ont besoin. L'information, bien sûr, par rapport aux services, par rapport à la sécurité, quoi faire en tant que lorsqu'il y a un feu, lorsqu'une personne est malade, ainsi de suite. Mais il faut également des communications suffisantes pour permettre à des gens de se sentir comme partie prenante d'une famille un peu plus grande. De l'information qui nous amène à connaître ce qui se passe dans d'autres secteurs de notre organisation ou dans notre communauté, de d'autres secteurs de notre communauté. Les moyens de communication deviennent extrêmement importants et c'est souvent sous-estimé. Lorsqu'on parle du travail avec les communautés, on pense que les communications vont se faire de façon presque automatique, mais souvent c'est le contraire. Lorsqu'on parle de communication, on parle également de la transparence dans les décisions qui sont prises, surtout dans les autorités municipales ou du secteur public. De plus que les décisions sont connues, de plus que les justifications qui ont mené à ces décisions sont connues, le plus que la population va avoir confiance dans le processus décisionnel et va penser qu'elle pourrait, elle aussi, contribuer en quelque sorte pour que ça puisse arriver. Le dernier élément à l'intérieur de ce qu'on appelle une communauté empowered, c'est ce que j'appelle le capital communautaire. Le capital communautaire, c'est un sentiment de citoyenneté d'une part et un sentiment d'appartenance de l'autre.
Lorsque les personnes reconnaissent qu'elles ont des droits, bien, à ce moment-là, elles vont participer de plein droit et non pas parce qu'on pense qu'on a pitié d'elles ou qu'on leur fait une faveur. Évidemment, seulement qu'avoir des droits et ne pas reconnaître qu'on a des responsabilités correspondantes, ça veut dire qu'on débalance un peu la situation. Si on veut vraiment que les choses changent, il faut développer cette idée que la citoyenne ou le citoyen responsable, c'est une personne qui a des droits, mais qui doit prendre des responsabilités individuelles et collectives pour assurer que ces droits-là se maintiennent. Et la personne a également un besoin sur un autre niveau. Un niveau davantage d'entraide, un niveau d'appartenance. Il faut qu'on se sente partie prenante de cette communauté dans laquelle on veut vivre. Et donc, le sentiment d'appartenance devient un autre facteur important pour permettre à la communauté de passer à l'action. Dans une grande ville américaine, dans un des quartiers plus défavorisés, en effet c'était à Harlem, New York, le travail avec les communautés s'est fait d'une façon qui permettait à des personnes qui étaient très appauvries de reconnaître qu'il y avait peut-être des moyens pour leur permettre d'améliorer leur sort. Ils ne deviendraient pas riches, mais leur situation pourrait s'améliorer avec une meilleure habitation, de meilleurs logements, etc. Les personnes ont participé au processus pour planifier ça. Et qu'est-ce que c'est qu'on a remarqué? C'est qu'au fur et à mesure que les personnes sentaient que leur projet leur appartenait, les personnes elles-mêmes s'organisaient pour s'assurer que leur habitation actuelle, même en attendant les nouvelles habitations à venir, que l'habitation actuelle, ils en prenaient plus soin. Ils en prenaient plus soin du trottoir. Ils ramassaient les gens. Il y avait moins de débris. Et parce que les personnes, finalement, avaient une certaine fierté, la fierté qui accompagne cette idée qu'on est propriétaire de quelque chose. Alors voilà, ces trois idées qui sont un peu, comment on pourrait dire, mariées ensemble. La compétence de la communauté se traduit par sa capacité d'être à la fois résiliente dans des moments de difficulté et sa capacité d'exercer un pouvoir d'agir presque en tout temps. Alors, pour plus d'informations, vous verrez la référence principale de cette communication à la fin de cette vidéo, ainsi que des informations pour me contacter si jamais vous en ressentez le besoin. J'espère que cette information sera utile.